Ça permet de toucher cet endroit du «Ah!» 3 petits points. C'est pour ça que «Ah!» et ça fait tellement du sens, ça connecte tellement de points que ça détend. Il y a un endroit où ça détend, ça déculpabilise, ça tranquillise, ça fait un truc de OK, bon, bah, je fonctionne comme ça, bah, tu sais quoi, il y a un gros deuil qui s'ensuit, hein, le deuil de ce que j'aimerais être, le deuil de ce que je pensais être, et ce deuil-là laisse de la place pour ce qui est vraiment là. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Fabien Delcourt, homme, youtubeur, passionné par l'humain et ses fonctionnements, coach formé à la spirale dynamique, la CNV, pacificateur de guerre intérieure, entrepreneur, joueur, mais également spécialiste de l'énéagramme. Bonjour Fabien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci pour l'accueil et la présentation, j'aime bien. Ouais, avec plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, ça met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner encore beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras sans doute, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif, comme à son habitude. J'en arrive à ma première question rituelle pour toi Fabien. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite ? Elle me dit que, comme à chaque fois que j'échange avec un autre être humain, si en plus il y a une caméra et que je suis filmé, bah ça me montre de la tension, ça me montre qu'il y a un enjeu, ça me montre que il y a le stress qui est à la fois le stress de, tu sais, ce mélange d'excitation et de peur là, qui indique que t'es exactement au bon endroit. Bah ça ressemble à ça. Ok, bienvenue avec ça. Merci. Du coup, on a déjà abordé l'énéagramme sur cette chaîne, mais je suis vraiment ravi de remettre cette grille de lecture au centre de notre échange aujourd'hui, car j'apprécie particulièrement la profondeur qu'elle permet d'atteindre en soi. Et j'ai fait un grand tour sur ta chaîne, j'ai découvert beaucoup de subtilités et de pistes de recherche dans ton travail, donc j'ai voulu remettre à l'honneur l'énéagramme parce que je trouve qu'il y a des choses dans ce que tu proposes qui n'étaient pas là sur l'échange qu'on a déjà eu avant, sans pour autant critiquer l'échange qui a eu lieu, qui était vraiment très chouette. Donc là, ça en remet une couche avec, je crois, plus de largeur et plus de subtilité. Donc ça, je suis vraiment content. J'invite tout le monde à aller découvrir ta chaîne pour aller découvrir notamment cette playlist dédiée à l'énéagramme. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails comme toi tu le fais sur ta chaîne, mais on va essayer d'avoir un dialogue vivant sur ce sujet-là. J'aimerais commencer par le commencement, à savoir qu'est-ce que cette grille de lecture permet de décrypter, de rencontrer en soi et chez les autres. Donc Fabien, l'énéagramme, ça nous parle de quoi et ça nous sert à quoi ? Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec toi le jeu de ne pas partir dans du mental et dans de l'explication. Du coup, je vais m'impliquer dans ce que je raconte. L'énéagramme, pour moi, ça me permet de voir ce que je ne vois pas de moi. C'est-à-dire que ça met en lumière ce qui m'est caché, ce que je n'ai jamais vu et ce que je ne veux pas voir, j'insiste là-dessus, ce que je ne veux pas voir de moi. Donc de ce fait, c'est une approche qui est engageante, qui met à nu, qui n'est pas agréable dans un premier temps, et qui du coup est clairement pas pour tout le monde parce que ça ne nous brosse pas dans le sens du poil, pas du tout. Ouais, je rebondis, on est direct dans le centre du sujet et je rebondis en disant c'est ce qu'on ne peut pas voir de soi qu'on voit à travers cet outil-là, mais ça ne nous permet pas un contrôle sur ce qu'on voit. Ça nous permet une rencontre avec ce qu'on voit et qu'on ne voyait pas auparavant, mais pas plus. On peut pas contrôler ça. Non, même ça nous permet de voir l'ampleur de ce qu'on contrôle pas du tout. Quand tu m'as posé la question de la sensibilité, comment elle se vit là, j'ai pas le choix de ce que je ressens, de l'émotion qu'elle a, du niveau de stress, de la joie ou de la peur. Il y a juste ce qui est là. Donc effectivement, ça invite à une relation à un niveau peut-être plus intime que ce qu'on a l'habitude. Après, il y a plein d'autres modèles. Tu parlais de la CNV qui peut amener aussi à un endroit comme ça. Bien sûr, c'est une autre fenêtre, si je puis dire. Mais ouais, ça amène à cet endroit de se rencontrer à un endroit d'intimité
vraiment à poil, quoi. Ouais. Ouais, c'est en cela que justement, si on cherche à en faire autre chose, ce qui est possible, hein, parce que comme tout outil, on peut le prendre on peut prendre un tournevis pour enfoncer des clous. C'est quand même possible. C'est pas très efficace, mais ça peut marcher. Et donc du coup, sur ta chaîne, tu parles de l'énéagramme de la tête et de l'énéagramme du cœur. Est-ce que tu veux nous en dire un peu quelque chose de ça? Ouais. En fait, quand j'entends parler d'énéagramme, j'entends beaucoup parler d'énéagramme de la tête. C'est-à-dire, on se cantonne à une vision très mentale, très archétypale, très cliché du sujet. Et pour moi, il n'y a pas de saveur là-dedans parce que c'est pas là qu'il y a la rencontre. Tu parlais de rencontre, et la rencontre, ça ne peut se faire que dans le cœur, que dans cet énéagramme du cœur, où on va se voir en face, où on va se rencontrer vraiment à cet endroit-là, et on va rencontrer l'autre vraiment à cet endroit-là. Quand on est dans la tête, et je le vois systématiquement avec tous les gens que j'accompagne, et j'ai fait la même erreur. Il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit, juste de se rendre compte sur quel niveau on est en fait. Et quand on est dans l'énéagramme de la tête, on peut tout et rien dire, on peut tout justifier. Je peux me raconter que je suis de n'importe quelle personnalité, me raconter que, mais oui, de toute façon, on a tous les types à l'intérieur de soi. Oui, mais de toute façon, je ne me résume pas à une étiquette. Bref, et on peut s'auto-convaincre et tomber dans du biais de confirmation très simplement. Et mon constat sur moi et sur tous les gens que j'ai vus utiliser l'énéagramme de la tête sans en avoir conscience, hein, c'est qu'il n'y a aucun fruit qui sort de ça. C'est comme si tu fais un test en ligne pour savoir quelle quelle marque de chaussettes tu es, ou je sais pas, quel goût de pizza. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Là où l'énéagramme du cœur, il va nous amener à cet endroit de finesse et de dévoilement qui ne laisse plus de place au doute. C'est là qu'en fait, quand on trouve notre type, c'est parce qu'on s'est rencontré à l'endroit de notre structure qui nous met à poil. Et là, vraiment, autant on peut douter entre 3-4 types, je sais pas, machin, parce que je peux trouver des arguments pour chacun quand je suis dans ma tête. Quand je vais plonger dans mes tensions égotiques, franchement, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, de la tête et du cœur, j'entends aussi du figement et de la vie. Du coup, le figement, c'est dire je suis tel type et puis s'arrêter là et justifier son comportement à chaque fois que quelqu'un va nous faire une réflexion en disant mais je peux pas faire autrement. Alors que finalement, là où il y a de la vie, c'est que c'est un outil qui peut nous servir, une façon de nous rencontrer toujours plus profondément, peu importe où on se situe, et d'aller à la rencontre des endroits en fait qui frémissent rien qu'à l'idée qu'on les regarde. En fait, il y a une sorte il y a une énorme pudeur aux endroits où on va regarder, donc c'est pas évident d'y aller, c'est pas confortable. Et ça révèle de nous des choses est-ce qu'on est fier d'être déjà télécommandé par des peurs plus grandes que nous, des grands méchants loups intérieurs, on va dire ça comme ça, qui nous font avoir tel ou tel comportement, alors que finalement, dans notre vie normale, on a tendance à les justifier par tout un tas d'arguments, mais on peut pas faire autrement, c'est surtout ça le truc de départ. On peut pas faire autrement jusqu'à un certain point, puisque justement, quand on va se rencontrer profondément, peut-être que ça va faire s'équilibrer les choses, parce que sinon on reste sur ce je ne peux pas faire autrement, plus des arguments par-dessus qui font qu'on fuit la situation et qu'on la rencontre jamais vraiment. Et c'est la rencontre de la situation qui peut faire naître, je crois, par conséquent, des changements. C'est pas on va chercher les changements, c'est de la rencontre vont naître des changements et on va les constater au même titre qu'on a constaté qu'on était foutu comme ça juste avant. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a ce constat à un moment donné, dès qu'on va creuser un peu dans ce qui est conscient-inconscient ou système 1, système 2 de Daniel Kahneman ou l'énéagramme, dès qu'on va se voir à l'endroit de notre conditionnement, de tout ce qui nous pilote dans l'ombre, on tombe des nues en mode putain, mais en fait, qu'est-ce que je contrôle vraiment, libre arbitre, tout ça. Et paradoxalement, c'est quand je vais faire le constat de mon impuissance à contrôler quoi que ce soit dans ma vie, qu'il y a une forme de libre arbitre, j'en sais rien, je sais pas parler sur ce sujet. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de maintenant que je suis au clair avec ce qui me pilote et ce qui me contrôle, même si il y a toujours plusieurs niveaux de profondeur, c'est comme l'oignon, hein, on va enlever une couche, une autre. Est-ce qu'on arrive un jour au bout, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que plus je me vois à l'endroit de mes conditionnements, plus ça donne un espace de souplesse, de respiration, où je peux faire autrement, où je peux... en tout cas, je peux voir la voie automatique dans laquelle j'ai l'habitude d'aller, et je peux potentiellement faire autrement.
Alors que si je ne vois pas, si je ne veux pas me voir à cet endroit-là, parce que ça m'arrange de ne pas découvrir mon énéatype et mes ombres, ben, je vais rester une petite marionnette. J'aime bien utiliser cette métaphore depuis quelque temps de vraiment, il y a les fils qui sont tirés en arrière-plan. J'ai l'impression de contrôler mes mouvements, sauf qu'en fait, je suis juste une petite marionnette qui ne décide pas de grand-chose entre bien sûr, entre les néatypes, mais entre tous tous les programmes, les injonctions culturelles, familiales, sociétales qui sont en moi. Putain, je contrôle pas grand-chose en vrai. Hein. Mais je peux me raconter très fort hein, que je suis le maître de ma vie, le capitaine de mon âme, je sais plus la citation, mais, euh, mais pas tant que ça en vrai. Hein. Ça fait beaucoup relativiser de creuser à cet endroit, je trouve. Et c'est chouette parce que ça remet aussi une forme d'humilité. Moi qui ai longtemps cru contrôler ma vie, que c'est moi qui avais décidé, qui avait fait ci, qui avait fait ça et tout. Quand a posteriori tu replonges sur toutes ces années et sur toutes les décisions, tout ce qui s'est passé, bah en fait, c'est là où l'énéagramme m'a mis une claque, c'est que j'en menais pas large quand j'ai vu l'étendue du cliché en moi, tu vois, de l'endroit conditionné que je ne voyais pas, que je ne voulais pas voir, et pourtant qui était bel et bien là, quoi. Hein. Mais c'est là où, dans cet énéagramme du cœur, il y a une claque, mais une claque bienveillante qui fait mal, mais il y a de l'amour dedans. Ouais, il y a de l'amour dedans et puis il y a presque comment trouver de l'amour quand on rencontre la marionnette aussi. C'est un des enjeux. Bah c'est ça, parce que si c'est pour si c'est pour se traiter encore comme une merde, comme se juger de ce qu'on voit, se fouetter, Bah là, l'image, c'est une piñata pour moi. Du coup, on a fait émerger la marionnette. Si on fait de la marionnette une piñata, je te laisse continuer, mais je trouve que la piñata, c'est vraiment ça. bah c'est pas de bon augure. L'idée c'est pas d'utiliser un énième modèle pour se fouetter et pour se faire une injonction à être autre chose et à s'améliorer parce que on pourrait se dire ah bah ça y est je suis tombé face à mon ego, je vois comment je fonctionne. J'en ai eu plein de gens comme ça. J'ai fait pareil. C'est oh là là mais c'est pas bien d'être dans mon merde. Je suis en plein dans l'ego là et on crée une dichotomie entre l'ego l'essence. L'ego c'est pas bien. L'ego il faut pas y aller. L'ego faut le transcender avec un peu un relent, tu sais, religieux de ah oui, il faut chasser toutes ces pulsions, toutes ces passions en soi pour aller vers la lumière, pour n'être que lumière, pour n'être qu'amour et bienveillance. Et là, je pense qu'il y a un écueil qui est extrêmement dangereux. Ouais, je comprends. Bah, ça fait une dictature intérieure, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, il y a un prix à payer énorme de ça. Il est souvent bien caché et tout, mais quand on sacrifie de part de soi, on finit par le payer tôt ou tard. Et bah, j'en ai fait les frais et je le vois vraiment fréquemment. Quand on n'a pas conscience qu'on est ce tout unifié, qu'on a toutes ces parties et qu'on cherche à en arborer plus une partie que l'autre, franchement, franchement, c'est pas Jojo. Hein. Est-ce que tu aurais des signaux, tiens, qui t'ont fait comprendre que cette dictature avait lieu à l'intérieur de toi? Ou est-ce que quand tu croises quelqu'un qui est en dictature intérieure, est-ce qu'il y a des signaux qui sont le témoignage de cette dictature pour toi? Bah ouais, le corps déjà. Le Ok. corps, les angoisses, l'anxiété, les somatisations. Moi, c'est passé par les oreilles, par les otites, par le ventre. Et ouais, je constate souvent. Alors, il y en a, ça peut aller vraiment très très loin jusqu'à à des maladies. Mais ouais, ouais, le corps, c'est un indicateur que je trouve extrêmement fin et précieux pour nous montrer à quel point on a pu se bullshiter et à quel point on a pu passer en force sur soi. Parce que si on a notre système, il s'adapte, il s'équilibre naturellement, c'est l'homéostasie. Mais si j'ai trop forcé le système dans une certaine direction, à un moment donné, ça va péter par un endroit. Et si le psychisme il est fermé, il est contrôlé à tous les endroits, bah ça va sortir par le corps, ça va sortir par tout plein de manifestations et du coup par des comportements aussi. C'est-à-dire des décompensations de tout ordre. Ça va souvent du côté de l'addiction, de comportements que je ne peux pas contrôler. Il y a une forme de polarisation et d'extrême qui arrive, tu vois. Euh, en, en- c'est comme si notre faisceau, notre souplesse, comment je veux dire ça? C'est comme si notre créativité de notre vie se limitait à de moins en moins de choix et que du coup on est extrêmement polarisé sur très peu de réactions et on va toujours être déclenché sur le même truc. Enfin, cette guéguerre intérieure pour moi elle se manifeste par une énorme susceptibilité. On est très facilement activable en fait et de l'extérieur
ça se voit gros comme une maison. Et c'est là où, quand on est dans ce genre de fonctionnement, ben, c'est extrêmement simple de repérer un énéatype parce que ça devient caricatural, ça devient très, 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 très tendu, en fait. Intéressant. Je te remercie pour cette réponse. Si on dézoome et qu'on revient, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se brancher là-dessus en connaissant pas du tout l'énéagramme, donc j'en fais, on va pas établir les bases, mais simplement une vision d'ensemble. Et puis, comme je te l'ai signifié tout à l'heure en off, si tu as besoin d'un des 3 visuels que je t'ai montré, tu n'hésites pas à en faire la demande. Là, pour résumer un petit peu la figure de l'énéagramme, c'est celle-ci, donc une forme à 9 côtés, une figure à 9 pointes, et comme tu vois que j'en parle pas très bien parce que je suis déjà en train de mouliner, je te laisse un petit peu je te laisse un petit peu prendre la suite. Juste, ce dessin là, c'est celui que si tu tapes énéagramme sur internet, tu vas tomber sur cette image là qui est la base sur laquelle on navigue. Donc je te laisse la main. Qu'as-tu à nous dire de cette figure? L'énéagramme, donc cette figure qui est à l'écran, comme tu dis, énéagramme, figure à 9 points, c'est l'assemblage d'un cercle, d'un triangle et d'un hexade. C'est une sorte de figure géométrique qui peut en dire long et qui a à la base rien à voir avec l'énéagramme des personnalités dont on entend parler aujourd'hui. Depuis quelques dizaines d'années, énéagramme égale énéagramme des personnalités, mais c'était pas le cas avant. Mais ceci dit, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'il y a une forme de justesse et de pertinence dans cette figure, dans ce modèle. C'est que quand on va plugger les personnalités sur la figure, ce qui a été fait dans les années, je n'ai pas révisé, hein, dans les années 60-70, il y a eu Ishazo, il y a eu Naranjo, on ne va pas rentrer dans les détails effectivement, on constate vraiment qu'il y a moi je suis à chaque fois mais édifié du niveau de précision du truc. Parce que il y a le cercle qui nous montre que ces 9 types qui gravitent autour du cercle sont quelque part juste une fenêtre sur l'unité fondamentale. CF, l'excellent livre qui parle de ça, Facets of Unity, de Almas. Parce que justement, il n'y a pas une personnalité qui est mieux qu'une autre. On n'est pas du tout dans ce délire de c'est bien, c'est pas bien d'être tel ou tel énéatype. On est vraiment au-delà du bien et du mal. Donc il y a le cercle qui peut nous évoquer un peu que chacun a un bout de la réalité, un peu comme si c'était des parts de pizza, hein, et voilà, on tourne autour, mais il n'y a pas une part qui est mieux. Il y en a une où tu auras plus d'olives, l'autre plus de tomates, mais c'est pas mieux dans l'absolu, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a la dynamique du triangle qui indique cette notion de trinité, cette notion des 3 centres aussi. Et puis les flèches qui pour moi montrent une forme de tension entre différentes personnalités, c'est-à-dire que on a notre base, on a notre socle, on a la personnalité qui est la plus présente chez nous, qui est la plus grosse tension. C'est parce que la personnalité, l'énéatype, c'est une tension aussi, c'est un endroit qui est contracté, et on est tendu entre 2 autres points, et c'est vraiment intéressant quand tu commences à creuser de voir le lien. Par exemple, moi qui suis sur une base de 3, de voir comment les flèches qui me lient au 9 et au 6, je les sens en moi, comment ça peut être des pentes, comment ça peut être un endroit où je vais soit m'expanser, m'épanouir, aller dans une forme de détente, soit me crisper encore plus et me contraindre. Et bref, ça va rajouter de la nuance, de la finesse aussi dans le modèle. Mais voilà, alors, on commence à rentrer trop dans les détails, donc je m'arrête là peut-être. C'est déjà chouette. Et puis, cette figure, elle montre les 9 points correspondant à 9 énéatypes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et ce serait, en l'occurrence, si je me trompe pas, la façon dont notre ego est un peu fléché à l'intérieur de lui-même, à savoir quelle peur abyssale il fuit et quel désir ardent il poursuit, et puis plein d'autres choses évidemment, mais la base c'est le comportement égotique, 9 comportements égotiques. Alors justement, c'est pas le comportement, c'est la motivation. C'est la motivation. C'est pour ça que ça demande toujours un voyage dans les profondeurs, d'aller voir qu'est-ce qui me meut dans la vie. C'est quoi qui est caché dessous et qui me pousse à faire ce que je fais, à dire ce que je dis, ou qui me pousse à ne pas dire ce que je ne dis pas aussi. Enfin, c'est vraiment ce qui est tapis dans l'ombre. Donc, on peut pas faire du comportemental. Enfin, si on fait du comportemental,
ça nous renseigne pas sur l'énéagramme en fait, pas du tout. Donc ça demande d'avoir de la finesse et vraiment ce pas de recul. Quand on écoute quelqu'un, c'est comme quand tu m'as demandé, on en parlera tout à l'heure, quand tu m'as proposé de te typer, de regarder tes vidéos. Si je fais le truc d'un point de vue du plancher des vaches, là, comme on pourrait dire, extrêmement concret, je vais juste regarder ce que tu dis, je vais regarder ce que tu as fait, et je vais essayer d'en déduire une hypothèse à partir de ça. Mais sauf que je vais louper, comme si on reprend la caricature conscient-inconscient, 1%, 99%, je vais me fourvoyer parce que je ne vais regarder que la face émergée de l'iceberg. Alors que ce qui nous intéresse dans l'énéatype d'une personne, dans sa personnalité profonde, c'est qu'est-ce que dans ce que je ne vois pas fait que cette personne, elle dit ce qu'elle dit. Pourquoi Mathieu, là, quand il fait cette vidéo, quand il pose cette question, quand il dit ce mot-là, d'où ça part, ce truc-là? J'aime beaucoup cette phrase, cette question de d'où ça part. Et tu peux l'appliquer à absolument tout. Qu'est-ce qui fait que je vais être papa, pas moi, mais du coup, je vais être papa, mais je le suis pas encore, et je vais faire une playlist sur ce sujet. D'où ça part? Moi, je fais une chaîne YouTube pour parler de mes trucs, d'énéagramme, de machin, de connaissance de soi. Ok. D'où ça part? Et on peut aller sentir dans cet endroit-là tout autre chose, parfois, qu'avec les mots. Et donc, c'est là où ça demande d'être suffisamment à l'écoute et prêt à être surpris. Une fois, j'étais en interview avec une personne qui me faisait venir pour parler d'énéagramme il y a quelques années, et elle m'a proposé de la typer en direct, ce que j'avais jamais fait, mais bon, pour le jeu, pourquoi pas. C'est pas un truc, évidemment, c'est pas à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, mais là, pour le jeu, en posant des questions, etc., on voyait quoi. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'avais trouvé. Je lui pose des questions, et puis ça m'amène à un endroit où je fais « Oh merde !» En plus, ça dissonne complètement avec l'énéatype qu'elle pensait d'elle, et c'est filmé, c'est en live. Je me sentais mal à l'aise, je me disais merde, comment elle va réagir. Surtout qu'elle a un centre émotionnel dominant, donc il y a l'image. Oh là là, j'étais. Donc tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de, en suivant ce filon, ça va nous amener à un endroit qu'on n'aura pas forcément prévu. Alors que si on regarde que les comportements, ça va pas nous parler de l'énéatype de la personne. Ça peut être très intéressant, mais ça parlera pas du tout d'énéagramme, cette histoire. Parce que ça va parler des motivations profondes, des motivations cachées, de l'évitement, effectivement, de comment la structure psychique, elle se crée autour d'un très subtil évitement de tout un pan de la réalité, et comment elle va se polariser dans une certaine direction, et que finalement, plus on va aller dans une direction très 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 forte, vers la recherche de puissance ou vers la recherche d'extravagance. Plus on va voir le côté extrême d'un être humain, plus ça va nous renseigner sur ce qui est évité dessous, en fait. C'est quoi le deal inconscient que la personne, elle voit même pas, mais qui pilote toute sa vie. Ça, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Ouais, mais c'est même plus que marrant, c'est passionnant parce que c'est de l'ordre du jeu, mais c'est de l'ordre de la rencontre également. C'est de l'ordre de l'indicible, et c'est de l'ordre aussi de la connexion, de l'intime. Du coup, il y a énormément de dimensions accessibles avec ce distinguo entre les comportements et les motivations. J'y suis allé les deux pieds dedans, alors qu'en fait, ma question, elle commençait par l'énéagramme parle de nos motivations et non de nos comportements. Et moi, je suis allé en impro sur les comportements directement. Ce qui prouve que je suis pas encore bien aguerri à cet exercice, que je trouve vraiment super chouette. Donc, en gros, je te lis ma question telle que je l'avais écrite. Ça parle de nos motivations et non de nos comportements. Qu'est-ce qui motive nos comportements? C'est la question à laquelle répond l'énéagramme à travers la découverte de son type, de son centre préféré, de sa hiérarchie des centres, de son sous-type, de ses ailes, de sa façon de se désintégrer, de s'intégrer, etc., etc. Et lorsqu'on pratique un énéagramme du cœur qui vise à nous rencontrer vraiment pour mieux nous connaître et nous aimer, on va pouvoir découvrir pourquoi on agit comme ci ou comme ça, d'où ça vient. Et tu vois, en plus, c'était même pas une question. C'est là où c'est bon. C'est donc du coup ce que j'avais écrit. Tu l'as très bien décrit. La notion de ce qui est immergé, la face immergée de l'iceberg parle aussi très très bien comme image. Et d'où ça part aussi, ça me parle beaucoup parce que c'est pas la première fois que ces mots-là sortent sur cette chaîne et ça me paraît essentiel. Pendant que tu prenais la parole, je me demandais si quand on parle d'énéagramme à quelqu'un, il y a toujours un moment où il va préférer un énéatype à un autre. Il va dire « Ah, j'aimerais bien être ça. » Ou ils ont de la chance, ceux qui sont
à compléter. Ça dit quelque chose, finalement, aussi, ça. Parce que moi, je me suis retrouvé, quand j'ai découvert l'énéagramme, à me dire « Ah, j'aimerais bien être 7 ». Tu vois. Mais clairement, c'est très riche d'indices de savoir, de voir les néatypes qu'on aimerait être, ou ceux qui nous inspirent, ou ceux qui nous inspirent pas. Mais ça en dit tellement plus sur nous que sur le modèle. Le modèle, c'est comme si tu regardes un livre, un atlas d'anatomie humaine, pour faire écho à mon ancienne vie de kiné. T'es là, tu vois le biceps, les pecs, la cuisse, tu regardes tel os. Et toi, tu vas partir sur « Ah, moi, j'aime bien le biceps. Oh, ouais, Ah, j'aime bien la rotule comme os, ça m'inspire, c'est beau. » OK, mais l'atlas, enfin, l'anatomie humaine, elle est dénuée de polarité émotionnelle. C'est juste un atlas d'anatomie humaine. C'est pas, encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien. C'est un corps, quoi, tu vois, avec toutes les parties. Bah là, c'est pareil. Il y a 9 façons d'être en lien avec le monde et avec soi. 9 façons de percevoir la réalité. Ben, ok, laquelle je préfère? Ben, je vois que j'ai une préférence spontanée. C'est comme on disait tout à l'heure. Je ne décide pas d'avoir cette préférence. Tiens, j'aimerais bien être 8 parce que le 8, il est fort parce qu'il sent pas les couilles des autres. Ok, intéressant. Qu'est-ce que ça dit de moi, ça? Pourquoi j'ai cette préférence? Qu'est-ce que ça m'évoque? Si j'ai envie d'être ça, ça veut probablement dire déjà que je le suis pas, et ça veut peut-être me renseigner sur une qualité que j'aimerais développer et que peut-être que j'estime pas beaucoup avoir. Ok, donc ça me renseigne déjà de quelque chose. Et à l'inverse, qui je ne veux pas du tout être. C'est comme un truc que j'entends souvent. Les titres 3, j'aime pas parce que c'est du fake, c'est des marketeux, c'est machin. Intéressant, tiens, tu veux pas. Du coup, qu'est-ce que ça raconte de toi? Et c'est marrant comment je suis fasciné par ce truc de je peux pas parler en dehors de moi. Dès que je vais poser un mot, dès que je vais dire quelque chose, je peux me réclamer d'un esprit scientifique et me faire croire que je ne parle que de la réalité et pas de moi, en me séparant de la réalité. Mais quelle douce illusion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on s'implique dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on... Dès qu'on pose le regard quelque part, je regarde depuis un certain endroit, donc je regarde depuis moi, depuis mon expérience, donc depuis mon histoire, et ça va dire un certain nombre de choses. Donc moi, le constat que je fais, c'est que très souvent, les gens, quand ils aiment un type, c'est qu'ils le sont pas déjà. Mais effectivement, c'est un bon point de départ aussi, parce que ça en dit long. Ça en dit très très long sur la perception spontanée que j'ai d'un énéatype avec tous les clichés qu'il peut y avoir. Ouais, effectivement. Et puis ça donne à cette façon de procéder, en fait, c'est un miroir, quoi. Ni plus ni moins. Je vais rajouter, je vais enfoncer le clou avec mon tournevis sur l'énéagramme de la tête et du cœur, parce que si je veux, je reprends ce que tu disais, j'aime bien le type 7, je pensais être 7 aussi à l'époque. Ça m'arrange de croire que je suis 7, j'aime bien ça. Et je vais trouver plein d'exemples et d'illustrations pour le prouver. Et je vais pouvoir étaler à qui le veut, mais voilà, moi je suis type 7 parce que je suis épicurien, parce que je dis des blagues de merde, parce que je suis très curieux dans la vie et machin. Et c'est bon, je vais ranger mon truc dans mon tiroir et ça va bien m'aller. Sauf que ça ne va tromper que celui qui croit à ça, parce que si je vais vraiment dans la voie de l'énéagramme du cœur, je vais aller ouvrir la boîte de Pandore, je vais aller tirer le fil de la pelote sur qu'est-ce qui fait que ça m'arrange d'être 7, qu'est-ce qui fait que j'aime bien le 7. Là où, dans l'énéagramme de la tête, je ne vais pas faire ce travail. Je vais rester sur un truc qui est haut perché, qui est complètement déconnecté, qui n'est pas du tout en lien avec mon expérience. Dans l'énéagramme du cœur, je vais jouer ma peau. Pour reprendre l'exemple de Nassim Taleb, ce terme de je vais jouer ma peau, je vais dans l'arène et je vais vraiment aller goûter ce que ça fait. Pourquoi j'ai envie d'être 7 ? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? Et pourquoi ? Et là, tu peux aller creuser à coup d'auto-coaching, de cascade de pourquoi. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? Et encore mieux sur les types qui me dérangent. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans ? Pourquoi je veux pas être ça ? Qu'est-ce que ça me renvoie ? Là, on commence à parler. Là, ça commence à être intéressant. Je te rejoins. Et c'est passionnant, toutes ces dimensions qui existent au sein d'un outil qui, lui, il est pas
à dire neutre puisqu'il a un discours sur le monde, mais par contre, il est presque désactivé parce que c'est nous qui allons l'activer par notre façon d'y entrer, de le considérer, de rebondir dessus, de s'en saisir, de s'en servir aussi parce que il y a des gens qui vont avoir le réflexe de vouloir typer tout le monde à l'extérieur, il y en a d'autres qui vont essayer d'aller à l'intérieur, c'est pas la même chose, et puis il y en a qui vont avoir envie de faire les deux. Mais il y a quand même un réflexe premier, peut-être peut y avoir une envie dans un réflexe un peu défensif, de s'en servir pour voir venir d'une certaine façon. Et puis aussi il y a la gourmandise qu'on peut avoir à découvrir comment les autres fonctionnent pour agrandir sa fenêtre de connaissance ou d'appréhension ou je sais pas quoi, un truc où en fait ça permet d'être inspiré par d'autres fonctionnements que le sien, ou de rencontrer les autres dans leur pire côté avec plus de tempérance, parce qu'en fait ça fait écho à l'endroit où nous, c'est pas la même chose qui résonne aussi fort, mais il y a un endroit chez nous qui résonne aussi fort que ça. Et donc du coup, comme on le connaît chez nous, on se dit il est dans cet endroit-là que moi je le connais sous une autre forme. Juste, là, lui, il est en train d'en chier grave, là. C'est vraiment très compliqué pour lui. Et donc, du coup, tu m'étonnes que ça soit un petit peu bizarre ce qui sort, un peu caricatural ou un peu critiquable. Oui, parce que la personne, elle est vraiment en difficulté, quoi. C'est ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est de renouer avec notre humanité. C'est que au début, tu as une vision caricaturale et tu dis eux, ils sont comme ci, eux, ils sont comme ça. Moi, je suis. Bref, pareil, il y a une valence émotionnelle qui est scotchée sur tous les types. Et puis après, si on fait bien, si on intègre le modèle et qu'on l'approfondit un peu, ça en arrive à cet endroit de comprendre et de mesurer à quel point, en fait, lui, à cet endroit-là, son enjeu par rapport à la peur, par rapport au cadre, en fait, c'est exactement l'enjeu qu'il y a par rapport à l'échec, par rapport à la sensibilité du regard de l'autre. Et pareil, lui, c'est le même enjeu sur sa responsabilité et sur à quel point il pense qu'il doit tellement tout contrôler de sa vie. Et du coup, ça permet de remettre l'église au milieu du village, et chacun a son église avec son village. Et ça permet de dédramatiser le truc, de réhumaniser, et du coup d'arrêter d'avoir une image ennemie des autres. Quelque part, ça reconnecte à ce socle commun d'humanité, de voir que oui, on a chacun notre fenêtre unique sur la réalité, notre prisme qui fait qu'on va voir tel truc de telle façon en étant persuadé que c'est comme ça. Sauf que quand on a la conscience de l'énéagramme et qu'on l'a intégré et qu'on va rencontrer des gens de chaque énéatype avec la sincère curiosité enfantine totalement ouverte de comment c'est pour toi de voir le monde, comment toi tu le vois, c'est comment pour toi, hein, en fait on va enrichir notre carte et on va se rejoindre dans ce socle commun. Parce que même si on a des énéatypes différents et une vision du monde qui peut être drastiquement différente, culture drastiquement différente, on a tous les mêmes besoins et les mêmes émotions à divers degrés, différentes intensités, mais il y a aussi ce socle commun. Et donc du coup, on peut à l'ère en plus où ça, c'est peut-être même depuis l'aube de l'humanité, mais à l'ère où ça clash de tous les côtés, où il y a des extrêmes, où ça se polarise de plus en plus, je trouve ça extrêmement intéressant d'aussi aller se ramener dans ce socle commun et d'apprendre à voir l'humain en l'autre, quoi, et pas toujours un ennemi parce qu'il pense pas pareil. Ouais. J'ai envie de m'adresser à toi qui regarde cette vidéo pour faire une petite parenthèse pour dire en fait ce que vient de dire Fabien. Pour moi, ça sonne comme une possibilité de vérifier. Si tu t'intéresses déjà à l'énéagramme, est-ce que tu utilises pour créer ton camp de façon de fonctionner et regarder les autres camps comme des bizarreries, ou est-ce que comme quand on regarde un film ou un livre qui nous bouleverse, en fait, c'est que cette personne elle est creusée suffisamment en elle-même pour nous amener quelque chose qui est à la fois le nectar de son intimité la plus profonde, mais aussi qui touche à l'universel chez chacun de nous et qui vient toucher chez nous avec cette précision qu'on peut pas avoir si on va pas chez soi, en fait. Je crois que c'est cette façon-là, l'énéagramme du cœur, si je me trompe pas, c'est cette façon-là de procéder avec l'énéagramme, c'est de dire je vais descendre dans mon intimité, je vais descendre à la cave, je vais aller le plus profondément possible dans cette cave, et plus on va profond, plus qu'on va en sortir est une possibilité de connecter absolument avec tous les gens qu'on va croiser, parce que y a comme un endroit de jonction entre l'intimité profonde et l'universel le plus large, quoi. Ça va ? Carrément, complètement d'accord avec toi. Ça rejoint une phrase qu'un pote me disait pas longtemps, de je sais plus qui en gros
plus je vais parler de moi intimement et authentiquement, plus ça peut résonner avec une forme d'universalité à tout le monde, ça va connecter tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un Bref 2, la saison 2, ça va parler à tout le monde? Parce que ça parle de ces sujets, crise de la quarantaine, parents, responsabilité, faire la paix avec sa famille, machin. Le truc fait un buzz parce que je pense que ça raconte intimement ce que l'acteur principal ou les acteurs principaux vivaient dans leur vie, et ça fait une résonance avec le public. Ça crée quelque chose de ah ok, ouais, moi aussi je connais, ah oui, ça me parle, ah ouais, et c'est là qu'on va vivre de l'inspiration, on va vivre une identification. C'est ce qui fait que la fiction, ça nous plaît. Ouais, et ben ça tombe super bien parce que tu me fais une transition en or vers ce thème de l'identification. L'énéagramme, c'est aussi une grille de lecture de notre propension à nous identifier à des petites facettes de nous. Et ça nous aide à débunker, en quelque sorte, ces facettes qu'on prend pour l'ensemble. C'est un sous-ensemble qu'on prend pour l'ensemble, Ouais. qui devient, du coup, potentiellement un choix par la suite. Si on pense être quelqu'un d'entier qui doit se mettre en colère quand tel sujet est abordé, on n'a pas le choix de notre façon de réagir à certaines situations. Alors que si jamais on a cette option-là, ça veut dire que bah voilà, on n'a pas peur de s'énerver, mais on va pouvoir s'énerver quand on a envie de le faire, quand on sent que c'est le moment pour nous de le faire, pas par obligation, par une espèce de loyauté à un endroit d'identification. Un truc comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène d'identification? Moi, j'ai l'impression que en tant qu'humain, on a presque cette obligation d'être identifié à des parts de nous, à des facettes de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu aurais à nous expliquer là-dessus? Bah que ouais, c'est clair que l'identification, c'est un sacré sujet. C'est la conscience, elle adore se scotcher sur tout et n'importe quoi. Ça peut être ce truc que j'ai jamais compris quand j'étais petit. Ça marchait pas avec moi, ce truc-là, de les gamins qui prennent tellement au sérieux le match de foot et qui, je sais pas, je comprenais pas pourquoi ils couraient après un ballon. Moi, j'étais là à regarder, mais pourquoi vous prenez le truc autant au sérieux? Ou pareil, quand c'était. Moi, je viens de Marseille, donc l'OM, c'est toute une institution, l'Olympique de Marseille. Et pourquoi on s'identifie à une équipe de foot? Enfin, je sais pas, moi, j'en ai rien à péter que Marseille gagne ou pas. Et j'en ai jamais rien eu à cirer, en fait. Du coup, ça me questionnait, ce truc-là. L'identification, on peut effectivement l'avoir par rapport à un club de foot. On se sent appartenir à un club. Et du coup, ça va nourrir le truc de mon club, il est mieux que le tien et on va vous niquer. Paris, on t'encule. Désolé pour les gros mots. Oh, je t'en prie. Je sais pas s'il y a de la censure YouTube, on sait jamais en 2025. Ah, je sais pas. Je sais pas. Gaëtan saura. Et tu vois, cette identification, bon, là, c'est caricatural du club de foot, mais en fait, c'est à plein d'endroits. Ça va concerner tous les types, certes, et à plein d'endroits différents. Mais je vais m'identifier à mon prénom, je vais m'identifier à mon corps, à l'image dans le miroir, je vais m'identifier évidemment, dans l'énéagramme, à mon centre préféré. Donc plutôt aux émotions que je vais vivre, ou plutôt à ma façon de penser, où je vais m'identifier à ce que je fais, où je vais m'identifier à ma famille, ou mon rôle dans la famille, ou à mon métier, je crois que je l'ai peut-être dit. Voilà, il y a tellement d'endroits. Et du coup, là encore, les identifications s'empilent les unes aux autres pour avoir un sentiment bien costaud d'être un individu, d'être un humain bien définissable, bien rangé, bien carré. Et du coup, je vais pouvoir affirmer au monde entier, moi, je suis comme ça. Grosso modo, l'identification, c'est tout ce qu'on va coller derrière je suis. Et où on y croit au premier degré. Ouais. Enfin, on n'est pas forcément obligé d'y croire au premier degré. Je sais que Fabien, c'est une identification. Je ne suis pas attaché outre mesure, mais c'est quand même une identification. Il y a un endroit de moi qui croit qu'il est ça, tu vois. Donc, c'est tous les endroits où on est accroché, où on a l'impression d'être une petite partie. J'aime bien la façon dont tu en parlais, qu'on va s'accrocher à un sous-ensemble en pensant que c'est l'entièreté de qui on est. Et là, il y a un drame parce qu'on se coupe de tout le reste. Et plus on peut s'attacher, on peut s'identifier à une croyance, à une façon de penser, à un parti politique. Et c'est là où on va se polariser de plus en plus, et on va se couper de tout le vivant, de tout ce qui ne colle pas à ce truc très précis. Comme si on résumait la pizza, restons sur la pizza, j'aime bien les pizzas. Comme si on restait sur la pizza, c'est uniquement ce petit angle-là de 10 degrés
avec le petit morceau là de mozzarella, quoi. Et du coup, les 350 autres degrés, c'est pas, non, c'est pas, non. Ouais, je te rejoins et j'ai envie de rebondir de façon un peu cabotine parce que j'aime bien ça. En fait, j'ai ressenti la même chose que toi par rapport au foot, sauf que j'en ai fait du foot et que du coup, je me suis retrouvé tout seul parce que tous les autres étaient en train de me demander c'est quoi ton équipe préférée et que je leur répondais j'en sais rien parce que je veux c'est jouer au foot et du coup ça les mettait dans un réflexe grégaire de ah il a pas d'équipe préférée, ils étaient contents, ils étaient ensemble, ce qui fait que de mon point de vue évidemment j'ai vu leur transe d'identification à eux dans le sens où ça me paraissait complètement grotesque comme ce que tu as dit précédemment, mais que de mon côté je me suis donc identifié à celui qui ne rentre pas en transe d'identification. Et donc du coup, je me suis fourvoyé là-dessus pendant hyper longtemps, quoi. Y a un sentiment, donc déjà c'est violent hein, de vivre ça, mais pour atténuer cette violence, il y a une sorte de fierté de pas être aussi con qu'eux. Et donc le fait est que tu crées un espace où finalement t'as l'impression d'être libre et authentique, alors que t'es juste en souffrance de pas être inclus dans l'histoire pour une raison que tu comprends pas vraiment ou enfin qui est bête. Mais surtout, ce que tu te rends pas compte, c'est que tu viens de rajouter un étage par-dessus le leur et que tu fais la même chose mais d'une autre façon. C'est ça. Et en plus subtil ou en plus, ouais, complètement. Ça me parle bien. J'ai fait pareil aussi. Donc s'identifier au vilain petit canard, s'identifier à celui qui est différent, moi je suis au-dessus de ça. C'est une belle histoire à se raconter à soi-même aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Mais c'est ouais. important de passer par là aussi parce que quand t'as pas pu vivre ce truc-là de l'intégration dans la tribu, que ce soit le foot ou ailleurs, du coup tu vas chercher autrement à te construire. Et j'ai l'impression que ça passe souvent par une posture un peu adolescente, d'être en contre, d'être en opposition. Donc non, moi je ne suis pas comme eux. Tout comme tu verras, mais c'est une façon de protéger son identité. Il suffit de brandir un peu des sujets touchy. Tu peux brandir Ukraine, tu peux brandir Donald Trump, tu peux brandir des trucs comme ça. Et tu vas voir l'être humain d'avoir ce mouvement de recul de non, mais moi, je ne suis pas comme lui. Moi je suis pro-Ukraine. Non, la Russie, non. Il y a ce truc de mouvement de recul, de ne pas vouloir être assimilé à. Et du coup, il y a ce truc très dans le contre, mais qui est toujours dans la même énergie, en fait. C'est exactement la même polarité. Enfin, c'est l'autre polarité, mais c'est la même énergie. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est intéressant de voir ce truc-là parce qu'en fait, finalement, quand on voit les gens avoir un comportement grégaire, comme on va de ce côté-là être tout seul, on a l'impression qu'on s'individue, alors que non, c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. On repasse après la souffrance d'avoir été exclu et on lui donne un sens qui atténue cette souffrance première. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui se passe. Et du coup, on peut passer beaucoup de temps à ramer dans cette certitude d'être individué à l'endroit où on est juste condamné à être seul dans un premier temps par le comportement grégaire des autres et dans un second temps parce que soi-même on commence à y planter sa tente et à y habiter quoi. Donc juste ce petit crochet pour aller là-dessus parce que je pense que ça peut concerner quand même des personnes qui finalement regardent cette chaîne puisque il y a quand même pas mal de gens qui se sentent bizarres qui sont derrière leur écran donc si ça te parle et ben c'est toujours ça de prix. Ouais, et puis ça, en plus, ça peut faire le pont avec notre sujet initial parce que déjà, on va pas s'intéresser à ces sujets de connaissance de soi par hasard. Et en énéagramme, on parle aussi des instincts. Tu parlais des sous-types. En fait, on a 3 instincts dominants, le sexuel, le social et le conservation. Et l'instinct grégaire, c'est l'instinct social. C'est l'instinct qui veut comme aller faire alliance, qui veut aller se rassembler, qui veut aller manifester ensemble, vivre ensemble, partager. Tout ce truc-là autour de l'instinct social, il est extrêmement important pour un être humain. Et selon tout un tas de critères, on peut le réprimer, cet instinct. Comme pour les centres, en fait, il y a un instinct qui va être extrêmement prédominant et un autre qui va être sacrifié. Et du coup, l'instinct social réprimé, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de pas mal de gens que je côtoie, forcément, que j'attire aussi, il y a une forme de... Il y a ce que tu as décrit. Même si c'est pas toujours le cas, hein, mais il y a une forme de tendance de fond de pouvoir
se reconnaître dans le vilain petit canard et se construire sur le à part du groupe. Parce qu'il y a un truc de j'arrive pas à jouer le jeu du grégaire, et du coup je m'en défends et je m'en éloigne parce que grégaire, danger, oulala. Et c'est hyper enrichissant aussi d'un point de vue connaissance de soi, d'aller se voir à cet endroit-là. Ouais. Bah pour résumer ça, bah déjà, genre c'est mon sujet de prédilection là, ce que tu es en train d'évoquer. Moi j'appelle ça les décalés de naissance, et puis j'ai fait mon petit topo dessus. Et de temps en temps, sur la chaîne, j'en parle, j'évoque ça. Et pour résumer ce que tu viens de dire, en gros, c'est je suis viré? Non, je suis pas viré, c'est moi qui démissionne. Et là, C'est ça. on reste coincé. On reste coincé dans ce c'est moi qui démissionne. Parce que comme ça, on ressent pas le fait qu'on est viré. Même si c'est un peu fait avec mauvaise foi, sur le moment, c'est vital de rajouter ça pour sortir la tête haute un petit peu. Et derrière, on est coincé dans cette tête haute et ça nous empêche d'aller vers les autres. Parce que on a ce truc-là de c'est moi qui démissionne de partout. Et que donc, du coup, on va... je vais pas faire toute ma conférence, mais on va dans une... ensuite, j'ai l'impression qu'on est habité par une énergie qui dit viens et va-t'en en même temps. Voilà. Et du coup, bah... pourquoi pas avoir conscience de ça, de la même manière que ce qu'on évoque depuis le début de notre échange. En fait, se rencontrer dans ces endroits-là, c'est pas se passer les menottes et c'est pas dramatique jusqu'à un certain point. C'est aussi ah ok, je fonctionne. C'est pour ça. Et un truc qui se détend, et ça peut se détendre à l'endroit où on dit ah je comprends mieux pourquoi je suis coincé là dans cette façon de réagir tout le temps ou cette façon de pas vouloir écouter ça précisément, ou d'être activé par un tel, ou etc. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que je suis très enthousiaste à partager l'énéagramme et à le faire découvrir à des gens qui sont pas loin d'ouvrir la porte. C'est que ça permet de toucher cet endroit du ah, 3 petits points. C'est pour ça que ah, et ça fait tellement du sens, ça connecte tellement de points que ça détend. Il y a un endroit où ça détend, ça déculpabilise, ça tranquillise, ça fait un truc de OK, bon bah je fonctionne comme ça, bah tu sais quoi, il y a un gros deuil qui s'ensuit, hein, le deuil de ce que j'aimerais être, le deuil de ce que je pensais être, et ce deuil-là laisse de la place pour ce qui est vraiment là. Et donc ouais, je te rejoins complètement sur ce truc de ça tranquillise et ça détend beaucoup. C'est pour ça que moi, ça m'a vraiment mis une bonne claque avec beaucoup d'amour. Ça aide à plus être sur un. Ça peut aider aussi à lâcher le porte-étendard de ouais, moi je suis comme ça et machin. Non, tu te laisses juste surprendre par comment tu fonctionnes vraiment. Ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est ça fait tomber la concurrence à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose de. Il y a une vanité profonde à se comparer. Il y a un truc qui disparaît à cet endroit. Enfin, qui disparaît. Il y a un truc qui est beaucoup, beaucoup moins fort au niveau de la comparaison. Je parle pour moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup aussi. Le fait de vouloir se comparer à d'autres qui n'ont même pas la même personnalité, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, inconsciemment, nous plaçons nos curseurs pas au même endroit. Comme je l'avais dit dans une vidéo il y a peut-être plus d'un an, tu as énormément de gens sur Internet qui vont faire des vidéos, qui sont des coachs, qui vont faire des vidéos pour motiver les gens, pour entreprendre, pour se bouger le cul dans leur vie, pour se dépasser. Et bizarrement, c'est souvent des gens du même énéatype. Et quand quelqu'un qui n'a pas cet énéatype-là regarde ce genre de discours et peut se dire « Ah, mais moi, j'aimerais tellement être comme eux, je me compare, pourtant, j'arrive pas, moi, à entreprendre dans mes projets, je glande, je machin. » Je vais me comparer à des personnes qui n'ont pas le choix, parce qu'elles sont complètement drivées par des enjeux inconscients qu'elles ne voient même pas. Et moi, j'ai d'autres enjeux inconscients. Et du coup, c'est là où, effectivement, le constat de l'énéatype, il permet de faire tomber ce truc-là, ce jeu de cartes. Il y a un truc qui peut s'effondrer et qui est sain, qui permet de revenir à l'intérieur d'un endroit beaucoup plus détendu. Et il pourra y avoir encore de la comparaison, mais avec beaucoup plus de recul.
Oh ouais, et ben ça me fait penser aussi à un truc, c'est que quand on se compare, généralement, on va se comparer encore une fois à un sous-ensemble de cette personne-là. Et Ouais. on va penser que c'est toute sa vie, alors qu'en fait cette personne-là, si jamais on l'élargit au-delà de l'endroit qu'on jalouse ou qu'on envie ou je sais pas, ou on trouve pas juste de pas avoir la même chose, finalement si on élargit, on se rend compte qu'il y a aussi un équilibre dont on voudrait pas, et finalement on prendrait pas la vie complète de cette personne-là, on voudrait télécharger une option. C'est Mhm. plutôt ça, c'est comme ça qu'on se compare, donc c'est un peu, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais ça montre à quel point c'est un peu artificiel. Ouais, bien sûr. C'est un jeu d'image. Moi, je suis à cet endroit de l'échelle de valeur. Toi, tu es à cet endroit de l'échelle Hmm. de valeur. Mais tout ça, c'est des constructions mentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. On se Ouais. positionne. On aime bien se positionner. Ok, lui, il est vraiment très intelligent. Par contre, lui, il est vraiment très, très con. Elle est très jolie, mais elle est plus que lui. Et on se fait une sorte de petit classement qui est juste un fantasme. Mais qui permet à notre tête de figer un petit peu le réel pour mieux jongler avec Ouais, c'est ça. et faire des raccourcis plus rapidement. Ouais, pour avoir un peu une impression de quand même pouvoir se positionner par rapport à un tel ou un tel. Il y a une sorte de jeu d'échecs. Tu vois. Moi, je suis là, je suis le pion. Lui, ouais, il y a un truc autour du positionnement Hmm. qui est, euh, mais qui est vain dès le début, puisque c'est vraiment un petit jeu qu'on joue avec nous-mêmes. Il n'y a pas de comparaison possible à un endroit, quoi. Hmm, hmm. J'avais l'image, je sais pas pourquoi, c'est grotesque. En plus, je m'en fous des voitures, mais c'est de la Ferrari qui regarde un break et qui dit mais moi j'ai pas de coffre. Mais c'est Et ça. du coup, c'est un peu absurde comme image, ça m'a fait sourire. J'aime bien. Alors, on pourra toujours trouver quelque chose que l'autre n'a pas et que moi j'ai, ou réciproquement. Et Bien jouer au jeu sûr. ce fameux jeu auquel on perd tout le temps de il me manque un truc. Hmm. Mais justement, si on reste sur cet exemple pourri dans mon échelle de valeur et pour autant très pertinent là actuellement de la voiture, imagine une voiture avec toutes les options. Donc bah voilà, elle va vite, elle est grande, elle est spacieuse, en même temps elle rentre bien dans l'air, elle est aérodynamique, elle est stylée, elle a plein d'options et en même temps elle est simple à comprendre. Bah, ça marche pas en fait. Au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as un truc complètement déglingué. Faut bien que ça prenne une direction. Une voiture de course, c'est bas, tu rentres pas beaucoup dedans, tu vas très vite, mais enfin une fois que t'es dedans, t'es très très bien, mais pour monter dedans, c'est déjà un peu la galère. Et puis ça consomme beaucoup, donc du coup ça sera pas économique, etc., etc. Donc en fait il y a forcément quelque chose de l'ordre de c'est un positionnement pour aller dans une direction. Je suis une voiture de course, ok, je fais ça, donc il y a tel défaut. Donc le fait que ça consomme beaucoup, que c'est frustrant parce que tout le monde va doucement du coup. C'est-à-dire que si je roule en centre-ville, je vais vraiment avoir l'envie d'insulter tout le monde parce que personne a les mêmes réflexes que moi, etc. C'est limité évidemment, cette comparaison elle est limitée, mais je trouve que là pour le coup, je sais pas, ça fait sens pour moi. Écoute. Bah ouais, j'aime bien ta métaphore dans le sens où on peut, euh, on peut vite idéaliser la voiture de course en se disant putain, ça va vite, c'est beau, ça coûte cher, il y a une forme de prestance, de stature, de machin. Sauf que la personne qui l'a, elle peut avoir la conscience de ça, de bah ouais, en fait, tu roules vite, mais du coup, t'es derrière des Twingo, puis t'es en ville, de toute façon, c'est limite à 50, puis pour te garer, bonjour, puis en plus, tu te la fais rayer, puis tu te fais insulter, puis enfin, j'en sais rien, j'invente, hein, mais il y a toute cette vision de la réalité qui fait un peu tomber le fantasme si toi, t'as ta petite Twingo et que justement, tu idéalises cette voiture-là. Il y a, en fait, j'ai l'impression, accroché au fantasme plus qu'à la réalité. Enfin, c'est plus qu'une impression. Et du coup, on tient à n'avoir qu'une partie de cette réalité. Pour nourrir mon fantasme, j'ai besoin de voir que le plus beau, le plus machin, et je me compare à ce que la personne montre de plus beau, etc. Ce qui est extrêmement douloureux et omniprésent à l'ère d'Instagram. Parce que du coup, on ne fait que se comparer par rapport à des images, et même aujourd'hui, même à des images qui n'existent pas. Donc, même des images retouchées, c'est déjà des images qui n'existent pas, mais avec l'IA, on rentre encore plus dans une ère en mode, tu te compares à un truc qui n'existe vraiment pas, quoi. Donc, ouais, il y a, mais il y a ce truc il y a ce petit jeu de miroir, ce petit jeu de dupe je vais chercher à me percevoir moi-même, ou ma valeur, ou mon identité par rapport à ce jeu-là de miroir. Ouais, toutes les personnalités sont pas égales sur ce plan-là, évidemment, hein.
Bah écoute, j'ai jamais fait une métaphore de voiture aussi longue de toute ma vie, mais je rajoute une pièce dans la machine. Vas-y, vas-y trop. En fait, non mais Instagram, c'est effectivement, c'est en fait le principe, c'est de faire semblant de conduire une Ferrari. En gros, c'est ça le jeu de départ. Oui. Et le défaut aussi que dans tout ce que tu as cité, c'était très juste. Il manquait pour moi un truc essentiel, c'est que la personne qui a une Ferrari, on va regarder sa bagnole. Et donc, au bout d'un moment, il va se demander si on le regarde parce qu'il a cette voiture ou parce qu'il est lui-même. Et il y aura toujours un doute. Mm. Et ben, c'est pareil sur Insta. Donc, du coup, je trouve que finalement, ça va encore un peu plus loin, cette image-là. Mais que le défaut d'avoir ce type de bagnole dont tout le monde rêve, c'est le fait d'être soi-même, de s'objectiver soi-même au point de perdre en fait finalement la rencontre, puisque on va regarder la voiture de la personne, ça va inciter certaines personnes à s'intéresser est-ce que je peux passer des moments avec toi, avoir du pouvoir aussi, ça donne ce genre de situation quoi. Je viens te voir parce que tu peux peut-être m'avoir un rendez-vous avec un tel, et en fait finalement je veux pas savoir comment tu vas, mais je vais quand même te le demander et puis écouter sagement jusqu'au moment où je vais pouvoir quand même te glisser et dis donc tu pourrais pas me donner le numéro de machin, et donc du coup c'est quand même triste quoi. Bah euh, ouais. je vois que ça, je pense que je montrais, mais il y a Gaëtan, ça l'a activé notre histoire. Donc il m'écrit, pour Insta, des sociétés proposent de louer voitures sport ou avions privés ou décors avions pour faire ses photos Insta sur 1 heure. C'est ce que j'appelle se marketer soi-même. Merci Facebook. Bien sûr, mais c'est vrai, c'est pas un scoop quand on est à l'ère de l'image et tout, et c'est moi et quand l'image tombe, bah c'est ça fait des gros deuils quand t'as comme ça des gens, des personnalités publiques qui s'effondrent, burn-out, machin, dépression, alors que c'est des gens qui affichent. Ouais, faut juste pas être trop dupe que l'image est pas ne reflète pas du tout ce qu'il y a derrière, et Ouais. de pas et du coup de pas prendre ça trop au sérieux. Pour les gens qui adorent les voitures de sport, génial, mais effectivement de pas trop se prendre la tête avec ça, parce qu'un endroit. Oui, oui, ça n'a aucune importance que ça soit là ou que ça soit pas là. Finalement, c'est bien d'autres choses dont il est question. Oui, et là on parle de Euh, voiture de sport, mais on peut l'assimiler. Enfin, c'est une métaphore qui peut s'appliquer à un peu tout ce qu'on veut. C'est tout ce truc auquel on peut, ces apparences, ces objets, ces possessions, ces trucs, tous ces trucs extérieurs auxquels on peut se raccrocher, s'identifier même. J'ai souvenir d'un. Mon frère m'avait raconté quand il vivait au Panama, il y avait une personne qui s'était fait accrocher la voiture ou je sais plus quoi, et le mec était parti dans les tours, tellement la voiture était importante pour lui. Parce que là-bas, ce que j'ai compris, les types, ils peuvent dépenser l'équivalent de 1, 2, 3 mois de salaire pour une bagnole. Du coup, il y a une sorte d'attachement et d'identification, mais qui est colossal, que tu vas retrouver chez tous les gens qui achètent un peu une voiture pour lesquelles ils sont passionnés. Du coup, il y a ça part d'un plaisir, et puis il y a tout ton. Ça devient une extension de ton être. Bah, c'est ça l'identification d'ailleurs, hein. C'est vraiment si ouais. si tu touches ma bagnole, touche à moi. C'est ce qui fait que, en fait, on est vite activable dans ces moments-là. On est vite. J'ai fait tomber mon téléphone là, cette semaine. Il y a toute une partie de pixels morts là, il est défoncé. J'ai fait ah merde. Mais je suis sûr qu'à une époque, j'aurais pu être et faire pendant 1 heure être en colère contre moi, pester, être en mode mais fais chier. Bah, force est de constater que je suis pas identifié outre mesure à mon téléphone. Mais il y a des gens pour qui le dernier téléphone tout beau tout neuf, l'iPhone 17 avec 5 objectifs, bah, s'il y a la moindre rayure, c'est oh mais non, oh parce que je suis identifié. Et en fait, tous les endroits il ne s'agit pas de dire bon, ben, on va partir en quête de désidentification, on va se désidentifier de tout. Sinon, ça serait encore le même délire que ce que tu disais avec les groupes et le club de foot. Mais au moins d'être conscient déjà de ces identifications. C'est déjà, ça nous permet d'être un peu plus lucide sur où est-ce qu'on positionne notre identité. Parce que bah, tous ces endroits-là, c'est comme tu le disais, c'est des endroits figés dans lesquels bah, c'est pas, on n'est pas connecté à nous, on est juste dans autre chose. On est plus déconnecté de nous-mêmes à cet endroit-là qu'autre chose. Quand je suis accroché à mon téléphone, à mon ordi ou ma voiture, ou à un statut social ou à un métier, et que du coup, quand le truc est plus là, je m'effondre, bah merde, ça veut dire que les fondations étaient vachement fragiles, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller aussi explorer un autre endroit, parce que bah, c'est un peu. Je trouve ça un peu dommage de s'arrêter là dans une vie d'humain, de juste rester cramponné à ça. Quand on n'a pas connu autre chose, évidemment. Ouais. Mais à un moment donné,
il y a toutes les possessions extérieures et puis il y a aussi il y a le fait de pouvoir aller entrer à l'intérieur. C'est dans le sens où c'est pas pour rien, même si c'est un autre extrême, que les moines n'ont, je sais pas si c'est tous les moines, mais qu'ils n'ont pas de possession. C'est pas pour rien. Ben, je peux témoigner du fait qu'ils n'ont pas de possession, mais même si c'est par extension, mais j'ai la chance de faire un accompagnement avec quelqu'un qui est bonne sœur et quand elle me paye, bah c'est la congrégation qui m'envoie un chèque. Donc c'est pour te dire à quel point c'est verrouillé cette histoire. Voilà une heure que nous sommes tous les deux. J'aimerais juste faire une petite pause pour savoir toi comment tu vas et comment c'est pour toi cet échange jusque-là. Tranquille, ça va. Ouais, la tension de départ est redescendue. Je suis comme un diesel, ça démarre lentement, mais après c'est bon. Ok. Non, ça va. Moi, je trouve que ça a démarré assez vite. T'es dur avec toi. Ouais, j'y travaille.